Anne-Elisabeth Moutet, c'est beaucoup de bruit pour rien, la Tea Party? Je tendance à dire qu'on verra la réponse le 2 novembre et qu'à mon avis, elle va être différente. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on est en train de jouer à ce qui est un petit peu le miroir inversé de ce qu'on voyait en France pendant des années avec le Parti communiste qui vous donnait qui vous décernait des certificats de vous êtes suffisamment de gauche, vous n'êtes pas suffisamment de gauche. Et là, vous êtes un vrai républicain, c'est-à-dire vous n'êtes pas ces gens extrémistes et ces gens-là ne sont pas des vrais républicains. C'est très bien, mais la règle du jeu n'est pas faite par les commentateurs de l'autre côté. Et le mouvement des Tea Parties est un mouvement qui est ce qu'on appelle un mouvement aux États-Unis de grassroots, c'est-à-dire c'est très imagé, ça vient de la base, ça vient des pousses de l'herbe. C'est un mouvement qui a rassemblé. Alors d'abord c'est une chose importante, c'est un mouvement de femmes. C'est 60 à 70% de femmes qui sont en général celles qui gèrent le budget familial au jour le jour et qui ont de plus en plus de problèmes et qui disent bon ça commence à aller, il faut vraiment que la politique change, on ne nous écoute pas. Ensuite, c'est un mouvement qui effectivement il n'y a pas de centre. Il y a quelques personnalités emblématiques, dont Sarah Palin, mais essentiellement, ce sont des gens certains étaient indépendants, mais qui se reconnaissent certainement pas dans ce que l'espèce d'union sacrée derrière Obama. Encore qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des Hillary Democrats et qui ont préféré passer chez les républicains plutôt que de continuer à soutenir Obama. Moi, je pense à une équipe très intéressante à Chicago, la ville d'Obama, qui s'appelle les Hillbus Boys et qui sont un groupe de gays qui soutenaient Hillary Clinton et qui maintenant soutiennent Palin et les Tea Parties et le mouvement républicain. Gypsy Awards, les Tea Parties. Les Tea Parties, c'est un phénomène qui est à la fois très américain, et qui est un peu un mystère. D'ailleurs, nous avons au sein des démocrates de France organisé un débat à ce sujet et nous avons invité 2 sociologues à venir nous expliquer un tout petit peu le phénomène et ils ont beaucoup insisté sur le fait que, en fait, les Tea Parties ce n'est pas un mouvement politique, c'est un phénomène sociologique. Pour moi, c'est un peu vrai. Les Tea Parties n'ont pas de programme. Comme disait Madame Poutet, il y a peut-être quelques chefs de file, mais il n'y a pas de véritable leader de ce mouvement. Pour moi, c'est un mouvement qui reflète la peur devant le changement, qui s'inspire d'ailleurs le vrai Tea Party dont ces gens-là accaparent le nom, c'était le fameux épisode à Boston, qui était une protestation contre une taxe, mais qui était aussi menée par de véritables révolutionnaires qui voulaient mettre fin à la monarchie. Donc c'est exactement le Tea Party aujourd'hui exactement le contraire de ce genre de mouvement, parce que c'est un mouvement qui en fait n'a pas du tout d'objectif très clair, sauf arrêter tout progrès vers une société plus équilibrée. Tout à l'heure, vous avez dit que les démocrates sont les seuls à avoir un noir et une femme, etc. Je vous rappellerai que les États-Unis sont une république constitutionnelle et pas une culte de la personnalité. Il ne faut pas une femme ou un noir ou même un homme blanc. Parce que moi, je suis aussi fils d'un Danois et d'une Américaine. Et un jour, je serai le premier, je serai le premier président américain d'origine scandinave de l'histoire. Ça n'a rien à voir. On est là pour des idées. Bravo! Ceux pour lesquels on se bat. La raison d'être des Tea Parties, c'est qu'on ne veut pas d'une culte de la personnalité, on ne veut pas que de dettes monstrueuses, on ne veut pas de la déficit monstrueux. Obama a dépensé autant en 1 an que George W. Bush ou Bill Clinton ont dépensé en 8 ans. Alors ça commence à bien faire. Ça n'a rien fait pour les métiers, pour les jobs. Tout à l'heure, vous avez dit que pour les emplois, tout à l'heure, vous avez dit que ça avait créé des emplois. Oui, mais à $400,000 ou je ne sais pas combien l'emploi. Peut-être que ce serait mieux de baisser un peu les impôts et de laisser le peuple se diriger lui-même. Il faut qu'on prenne un peu de recul maintenant, on va prendre la dimension internationale. Une dernière chose, sur la peur. Vous dites qu'ils ont peur. Il y a la peur irrationnelle et aussi la peur rationnelle. Et je crois que c'est une peur rationnelle de voir des gens qui sont au gouvernement, que ce soit au gouvernement d'État, au gouvernement fédéral ou au gouvernement de la ville, en Europe ou aux États-Unis,
qui sont en train de s'octroyer de plus en plus de pouvoir avec les tsars, comme vous avez dit, et to run the country into the ground. Alors, il y a la peur irrationnelle. Elisabeth. Ceci est un article du Guardian, qui est un quotidien britannique extrêmement respecté, tout à fait à gauche. Ils ont publié, c'est d'ailleurs pas le premier, ils publient un article de Tammy Bruce, qui est une féministe lesbienne de Los Angeles, qui est maintenant passée au mouvement des Tea Parties, alors qu'elle venait de la gauche. Ce qui est intéressant chez le Guardian, qui suit bien le mouvement des Tea Parties, c'est qu'ils ne sont pas en train de se fermer les yeux et les oreilles en se disant « je veux pas vous entendre, vous n'existez pas ». Ils essayent de comprendre. Ils essayent de comprendre. Encore une fois, on va voir un tsunami républicain entièrement drivé par les Tea Parties, parce que sinon le parti habituel, il n'est pas très excitant. Je ne suis peut-être pas d'accord avec mon voisin. Ça va arriver pour des choses que les gens vont se réveiller le 3 en disant, et spécialement à l'étranger, donc ça va nous amener à la suite de l'émission, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de vous le dire, mais bon. Alors qu'est-ce que ce tsunami annoncé par notre invité va changer pour la politique étrangère des États-Unis? Nicholas Duncan à New York, que va-t-il se passer pour le reste du monde, la politique américaine? Que va faire Obama s'il perd effectivement le Congrès dans une semaine? Bon, d'abord, Anne-Elisabeth Boutet a cité le Guardian. Je voudrais citer un papier d'Anne-Elisabeth Boutet dans le Télégraphe de la semaine dernière, où elle disait que les grèves en France étaient une révolution française inattendue. Est-ce que vous pourriez répondre à notre question, s'il vous plaît, sur ce que ça va changer pour la politique étrangère? Tout à fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je ne pense pas que mardi prochain, on va avoir une révolution américaine. Et donc, en fait, le changement interne qui n'aura pas lieu conduira à un manque de changement externe. Je réponds à votre question. Et je pense qu'on va être confronté au même problème de politique étrangère, le rôle de l'OTAN hors zone, c'est-à-dire en Afghanistan, les problèmes au Moyen-Orient. Et je pense que dans la mesure où il est perçu que Barack Obama aura un pouvoir diminué, en fait, là, en politique étrangère, diplomatie et défense, qui sont les deux domaines où le président a vraiment un pouvoir à la fois d'initiative et d'exécution, en fait, sa marge de manœuvre sera probablement diminuée, mais comme je disais tout à l'heure, la tentation de passer du temps dessus sera augmentée parce que justement, il jouira de plus de capacité d'intervention. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de présidents et il essaiera de faire du progrès en politique étrangère, mais je pense que les problèmes resteront les mêmes. Anne-Elisabeth Boutet, ça va beaucoup changer la donne ou pas? Je suis entièrement d'accord avec Nicolas là-dessus. Je pense que ça va pas changer grand-chose à la politique étrangère américaine. Ça n'a pas de raison de changer grand-chose à la politique étrangère américaine. On peut imaginer que certaines décisions sur lesquelles il faut l'approbation du Congrès, ça change un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Il va pas y avoir une autre guerre où il faut demander l'avis du Congrès. Il y aura plus de temps éventuellement pour se consacrer au dossier du Proche-Orient. Ici, il est déjà beaucoup consacré, avec l'idée qu'on peut gagner des victoires électorales en s'occupant du dossier du Proche-Orient, ce qui me paraît être une illusion poursuivie de manière étrange par tous les présidents américains. Il n'y a aucune raison que ça change dans le proche avenir. Il continuera à s'en occuper et à mon avis, ça continuera à pas donner des résultats. Mais... Alors, vous semblez à peu près d'accord. On arrive au terme de ce débat. Il va continuer à s'en occuper. Il y aura peut-être plus de temps pour s'occuper de la politique étrangère, mais moins de pouvoir parce qu'un Congrès républicain lui laisserait moins de pouvoir. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, un peu la même chose qui est arrivée à Clinton après 94, c'est-à-dire que Clinton a été obligé de s'occuper de la politique étrangère parce qu'il avait devant lui une barrière au Congrès qui était entre les mains des républicains. Donc c'est la même chose qui va se passer si les républicains gagnent une majorité dans les deux chambres. C'est bien ça, on l'a bien compris. Désolé de vous interrompre. On arrive au terme du débat, je suis désolé. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir participé sur